est parti. Petit c donc setter programme. Le triabule, mais je le trouve simple. Et en fait, moi c'est un trait que j'aime bien parce que comme il est très simple à coder, si jamais je dois coder un trait hyper rapidement sans me poser la question de la complexité, je fais celui-là. Voilà. Il a, bon, on va regarder ça. Donc le principe, c'est on parcourt la liste. D'accord, on parcourt tous les éléments et à chaque fois qu'on tombe sur un élément plus grand que son suivant, on les permute. D'accord. En gros, c'est comme si vous passiez un peigne et à chaque fois vous amenez l'élément le plus grand. D'accord. Donc le principe, c'est on parcourt la liste. Donc ça va me donner un indice i, d'accord. Et à chaque fois que L de i est strictement supérieur, à Li plus 1, et bien en fait, on permute les éléments. D'accord, donc initialement, en fait, à cause du plus 1, vous avez i va parcourir la liste de 0 jusqu'à n-1, d'accord. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec 0, n-2, etc., etc. D'accord. Donc, la première passe, i appartient à 0, n-1. Puis, à la deuxième passe, i appartient à 0, n-2, etc., etc. Alors, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Vous pouvez mettre j à la place plutôt. D'accord, je vais mettre j ici, excusez-moi. C'est juste pour j partout. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 occurrences à remplacer. Tout simplement parce que i en fait va être mon compteur de la fin de la liste et c'est j qui va parcourir en dessous. Excusez-moi, c'est juste ça. On est au clair là-dessus? Si on fait des exemples, pour que vous voyez comment ça fonctionne, en gros je vais prendre une liste quelconque, je ne sais pas, 2, 4, 1, 7, 9, je sais pas, moi 3, puis 0, voilà. On est d'accord là-dessus? Donc, encore une fois, ce qui m'intéresse, je vous donnerai, parce que je ne l'ai pas encore fait, on est d'accord? L'aide-mémoire sur les tris, je ne les ai pas encore donnés? Si, je vous l'ai donné? Je ne me souviens plus là. Ouais. La première passe, ouais. À chaque fois, vous. Je vais donner l'aide-mémoire sur les tris? Oui? Et avec tous les tris dedans? Baptiste, tu confirmes que tu as un document sous les yeux qui s'appelle l'aide-mémoire sur les tris? Pas un télécours, hein. Un guide de survie, quoi. D'accord, ok, non. Donc en gros, vous allez scanner, d'accord, comme ça. Vous voyez que là, ici, 2 est plus petit que 4, on n'y touche pas. Ici, 4 est plus grand que 1, donc vous allez les permuter. D'accord. Donc grosso modo, vous faites ça. 1, 4. Et en fait, le suivant, vous retombez sur le 4. D'accord. Ici, 4 est plus petit que 7, donc vous n'y touchez pas. 7 est plus petit que 9, donc vous n'y touchez pas. 9 ici est plus grand que 3, donc vous allez les inverser, comme ça. 3, 9. Ici, 9 est plus grand que 0, donc vous allez les inverser. Et là, vous remarquez en fait que mon 9 est à la bonne place. Autrement dit, le maximum de la liste est bien tout au fond. Donc ensuite, vous vous arrêtez. Donc en fait, vous vous arrêtez là et vous refaites la deuxième passe. Enfin, vous vous arrêtez là, même vous arrêtez à celui d'avant plus exactement. D'accord. En gros, vous considérez que ça, c'est fini. Faites une deuxième passe. D'accord. Ici, 2 est plus grand que 1. Donc vous allez les inverser. 2 et 4, c'est bon. 4 et 7, c'est bon. 7 par contre et 3, c'est pas bon. Et vous voyez qu'après, quand je vais permuter 7 et 0, ça va pas être bon. Donc je vais me retrouver dans une situation où je vais avoir 3, 0, 7, comme ça. Et là, vous voyez que 7 et 9 sont triés. D'accord. On va continuer comme ça, jusqu'à ce que grosso modo le 4 se retrouve là. Et ensuite, il y a le 0 qui va descendre au fur et à mesure. On est d'accord là-dessus? Sur comment ça fonctionne. Donc, si on résume un peu les choses sur le triabule, mais c'est surtout pour vous exercer à trouver les complexités, d'accord? Donc, on va regarder les diverses propriétés. Ce tri est... Alors, on y va. On va lister les propriétés que vous êtes censé lister pour un tri. Première chose à lister comme caractéristique, ouais. La complexité. Alors, il n'y a pas d'ordre, mais celui-là, voilà.
Donc c'est quoi sa complexité? Ouais. En n carré, évidemment, sans aucune forme de problème. Petite remarque, si jamais si vous comptez les comparaisons, il restera en n carré quoi qu'il arrive, mais si vous comptez les permutations, il sera en n si votre liste est déjà triée. Puisque vous allez scanner la liste. D'accord. Voilà. Non, pardon, je dis, qu'est-ce que je fais? Non, 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 je dis n'importe quoi. Non, non. Il est en n carré quoi qu'il arrive, c'est un trait nul. Je me disais, c'est marrant, c'est bizarre, ce serait nul. Quoi qu'il arrive, vous scannez votre liste en permanence, d'accord? Donc vous allez quand même tomber sur 2 n carré. Donc c'est pour ça que ce trait n'est pas programme, parce qu'il est vraiment tout pourri par ailleurs. Voilà. D'accord? Ce truc est en n carré, quoi qu'il arrive, y compris si votre liste est triée. Tout simplement parce que vous scannez toute la liste, ok, vous n'avez rien fait. Vous scannez toute la liste, ok, vous n'avez rien fait. Vous scannez toute la liste, ok, vous n'avez rien fait. D'accord? Vous scannez quand même toute cette histoire-là, donc c'est en θ de n carré en lecture. Deuxième critère, ouais. Il est en place, effectivement. D'accord? Vous ne modifiez, enfin, vous ne créez pas d'autres listes pour faire ça. D'accord? Troisième critère. La stabilité, est-ce qu'il est stable à votre avis celui-là? Je ne sais pas, ouais. Il est stable effectivement. Il est stable tout simplement parce qu'en fait ce que vous allez faire c'est ramener les éléments jusqu'au bout et en fait il est stable si vous mettez une inégalité stricte ici. Si vous mettez une inégalité large, il va être antistable. D'accord? Voilà. Il est stable avec une stable si on met une inégalité stricte comme ça. Voilà. Est-ce qu'il est inline? Aucune possibilité qu'il soit inline, vu que grosso modo, ce que vous garantissez comme variant, comme avant book, c'est que la fin soit triée. Donc si vous commencez à rajouter des trucs à la fin, bah, c'est terminé, ça ne va pas marcher. D'accord. Il est non-inline. Non-online, pardon. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas trop de choix. Le seul tri qui est online, c'est le tri par insertion. Donc vous ne risquez pas grand-chose. On est d'accord sur le tri à bulle? D'accord. Donc globalement, vous prenez un faites monter. C'est vraiment comme dans. Ça s'appelle le tri à bulle à cause de ça. Vous voyez, si vous avez déjà vu un verre de coca, vous avez une bulle qui remonte, qui va toucher une bulle au-dessus, qui va remonter. D'accord. Grosso modo, vous prenez des maximums qui vont pousser le maximum du dessus jusqu'à ce que toutes les bulles soient en haut, quoi. C'est vraiment pour ça qu'on appelle ça le tri à bulle. C'est tout ce qui me manque. Oui, c'est ça, complexité en place. Donc, la finitude, c'est que de boucles for, donc il n'y a pas de problème. La correction, c'est simplement le fait que votre liste est triée. La fin de votre liste est triée au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle soit intégralement triée. Voilà. Tri absolument inintéressant, il n'a aucune particularité. Pour une liste presque triée, vous ne gagnez rien, contrairement au tri par insertion. Donc globalement, c'est probablement la raison pour laquelle ce trait hors programme. Moi, je trouve qu'il n'est pas si compliqué que ça, vous pouvez le faire. Alors là maintenant on va passer dans... Alors vous dites bien que si on commence à partir dans des tris qui vont arrêter en n log de n, c'est qu'on doit trouver un peu un truc différent. Et donc on va passer à votre premier tri difficile, le tri partition fusion. On est d'accord que pour les autres tris, j'ai pas fait d'implémentation. Et je vous ai dit que je vous donnerai un document pour ça. Donc je continue à faire. Tri partition fusion. Alors le tri partition fusion est un tri qui partitionne d'abord, fusionne ensuite, comme son nom l'indique. D'accord? Alors, donc en fait, je vais d'abord vous parler de la fusion, comment ça marche, d'accord? Et on va regarder un peu les diverses choses, d'accord? Donc ce tri procède, alors, première étoile, de la fusion de deux listes triées. D'accord? Donc grosso modo, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Enfin, je vais d'abord vous décrire comment ça marche, le process de fusion. Donc le process de fusion est le process simple. Vous prenez deux listes L1 et L2 que vous supposez déjà triées. D'accord? À chaque fois, vous comparez le premier élément de chacun de ces deux listes. Vous prenez le plus petit des deux et vous le concaténez avec le résultat de la fusion des listes qui restent. Donc c'est un processus essentiellement récursif. D'accord là-dessus? Donc l'idée est la chose suivante. On
Donc si on a deux listes, L1 et L2, triées. D'accord? Eh bien en fait, fusionner L1 et L2, c'est trouver le minimum entre L1 de 0 et L2 de 0. On est le plus petit élément des deux. Et le concaténer, ou plutôt l'ajouter en début, de la fusion des listes, alors comment dirais-je, de la fusion de L1 et L2, l'une étant privée du minimum. Ça, c'est le process général. Je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, je vais prendre deux listes triées, 3, 5, 6, d'accord, et 2, je ne sais pas moi, 7, 9. Je vais mettre un 10 là, tiens, on est d'accord là-dessus? Ça, c'est L1, et ça, c'est L2. Donc, on est parti. Je prends le plus petit des deux. D'accord? C'est quoi ici? Donc, ça va être 2, d'accord, que je mets dans une liste. Et ça, en fait, je vais les concaténer avec fusion de quoi? De L1, qui n'a pas bougé, et de effectivement, L2 sans son élément du milieu, d'accord? De 7, 9. Ça, en fait, ce truc-là, fusion de L1 et de 7, 9, ça va être en fait, je prends le minimum entre L1 et 7, 9, ça va être quoi? 3, d'accord? Et ça, je vais le concaténer avec fusion de quoi? De 5, 10 et de 7, 9. Je vais faire la même chose. Donc vous voyez que c'est un processus comment? C'est un processus récursif, sans aucune forme de pitié. D'accord? C'est quoi la condition d'arrêt? Dès que l'une des deux listes est vide, bah, on retourne l'autre. D'accord? Et qui est trié. Forcément, vu que l'un et L2 sont triés au départ. On est d'accord là-dessus sur le processus de fusion? Je vous le détaille jusqu'au bout ou vous comprenez qu'à l'arrivée, je vais avoir une liste triée? En gros, hein, c'est vraiment, vous avez deux cartons et à chaque fois, vous choisissez de faire autre chose. Donc déjà, on voit la première caractéristique du tripartition fusion et la raison pour laquelle, bien que ce soit le tri le plus performant, il n'est jamais utilisé. Qu'est-ce qu'il a comme problème, celui-là? Ouais. Il est gourmand en quoi? Pas en temps, en espace, effectivement, d'accord? Il n'est pas en place, ce tri. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous avez deux bibliothèques triées, et il vous faut une troisième bibliothèque, et à chaque fois, vous prenez le bouquin le plus petit, d'accord? Et vous rajoutez au fur et à mesure dedans. Donc ça, c'est vraiment le problème du tripartition fusion, c'est un tri qui n'est pas en place. Vous créez une nouvelle liste. Oui. Là, c'est une histoire de comment tu les compares. Est-ce que tu mets un inférieur ou égal ou un élément? De toute façon, celui-là, je vais vous le donner un peu en pseudocode quand même, histoire qu'on comprenne un peu les choses. D'accord? Mais l'idée est la chose suivante, c'est que, donc, fusion de L1, je vais y arriver, L1 et L2, ça c'est équivalent à dire que si L1 est vide, on retourne L2, vous êtes d'accord avec ça? Si L2 est vide, on retourne L1. Si L1 de 0 est strictement plus petit que L1 de 2, que L2 de 0, je dis n'importe quoi, que L2 de 0, on retourne quoi? Alors on prend le plus petit des deux,
on retourne L1 de 0 dans une liste. Faites attention, L1 de 0, c'est un élément, donc il faut une liste qui contient ça, c'est un singleton. Concaténé avec fusion de... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme premier argument? Effectivement, vous allez avoir L1, mais qui va partir de 1 jusqu'à la fin. D'accord? C'est la sous-liste où vous avez enlevé l'élément truc. Et L2 tout court. D'accord? Et sinon, d'accord? Sinon, ça signifie en fait que vous allez retourner quoi? L2 de 0 plus la fusion de L1 que vous n'avez pas touché et L2 de 1 jusqu'à la fin. Ça, c'est le process de fusion. C'est ça qui va vous garantir le tri à l'arrivée. Ouais. Non, non, c'est une commande, c'est du pseudocode, ça. C'est pas du Python. Ça, c'est du pseudocode. C'est, je vous écris le process dans un langage mixte entre un langage français et un langage informatique. D'accord? Voilà. C'est juste pour vous montrer la procédure. C'est difficile de décrire un langage récursif un truc récursif en langage courant, quand même, globalement. On est d'accord là-dessus? La finitude se prouve relativement facilement. Vous voyez que vous avez un variant de boucle qui est que à chaque étape, soit la taille de L1, soit la taille de L2 diminue de 1. Donc forcément, au bout d'un certain temps, soit la taille de L1, soit la taille de L2 va tomber sur 0. D'accord? Si vous voulez prouver la finitude, c'est ça. D'accord? La complexité, c'est pas extrêmement compliqué, c'est tout simplement, au maximum, c'est la somme des deux termes. Si les deux listes sont la même taille, c'est N1 plus N2. Alors, ça dépend comment elles sont ordonnées. Si elles sont vraiment... vous voyez que vous avez une alternance à chaque fois, ce sera effectivement N1 plus N2, ou enfin 2N dans cette histoire. Sinon, en fait, imaginons par exemple, je sais pas, L1 par exemple, elle fait une taille 1 et l'autre est vachement plus grande, bah, vous allez utiliser L1, puis après, bam! Vous allez littéralement rajouter toute la liste en mode brutalement, parce que dès qu'une des deux est vide, vous court-circuitez les étapes. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ça, c'est le process de fusion. Le process de partition est relativement simple. Donc, petite remarque, la fusion vous garantit un truc en place si vous faites un peu attention. D'accord? Autrement dit, alors plus exactement, si naturellement les éléments de L2 étaient après les éléments de L1, alors en fait le minimum de L1 va se retrouver bien avant celui de L2, même en cas d'égalité. Donc vous ne mélangez pas trop les éléments dans ce cas-là. La question c'est en fait comment est-ce qu'on fabrique L1 et L2. Et ça c'est le principe de la partition. La partition c'est pas très compliqué. Vous prenez votre liste et vous la coupez en deux. Au milieu. Schlac. Et ça vous donne L1, L2. Ok? Et en fait, le principe du partition-fusion, c'est que vous allez... Donc voilà. Je vous définis ce que partition. Partition, c'est pas dur. Voilà. Le deuxième truc, c'est ça. La partition est un découpage de L en deux. D'accord? Donc, grosso modo, de L, vous renvoyez L jusqu'à l'N de L sur 2, virgule, L à partir de l'N de L sur 2 jusqu'à la fin. C'est ça la partition. Oui. Non, 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 bien sûr que non. C'est là où ça va devenir rigolo. Donc ce processus-là n'est pas un processus récursif, c'est juste, je bloque, vous coupez en deux. Je suis en train de mourir. Je me suis trompé de L ici. Voilà. Vous comprenez cette nomenclature, hein, d'accord? Je vais jusqu'à la moitié, grosso modo la moitié non inclus, et ensuite je repars de la grosso modo la moitié inclus jusqu'à la fin. Ça me donne deux listes qui font, si le nombre d'éléments est pair, la même taille, si le nombre d'éléments est impair, celle-là sera plus grande que celle-là, de 1, mais c'est pas bien méchant. On est d'accord là-dessus? L'idée de la chose suivante, c'est qu'ensuite, le tri partition-fusion va lui-même être récursif. Appliquer partition-fusion à une liste, c'est fusionner les deux listes issues de la partition-fusion de chacune des sous-listes. Autrement dit, vous prenez votre liste, vous la coupez en deux. D'accord? Facile. Vous allez fusionner le résultat du tri
symétrie des deux sous-listes. Pour chacune des sous-listes, donc vous la coupez en deux. Et en fait, il y a un moment donné où ça se passe très très bien, parce que si jamais vous tombez sur une liste de taille 1 ou sur une liste de taille nulle, alors elle est déjà triée. Et donc, grosso modo, ce que vous allez faire en pratique, c'est que vous allez prendre votre liste, vous allez la couper en deux, vous allez couper ça en deux, vous allez couper ça en deux jusqu'à tomber sur un singleton ou une liste vide. Et vous allez la fusionner avec l'autre singleton qui est à côté. Et quand vous allez les fusionner, vous allez utiliser le processus de fusion et donc vous allez les ordonner. Ensuite, vous allez redescendre avec deux singletons. Vous allez donc constituer deux sous-listes de taille 2 ordonnées et plein de sous-listes de taille 2 qui vont être ordonnées et vous allez les fusionner. Tchac, 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 comme ça. D'accord? Et au fur et à mesure, vous allez donc bien fabriquer une liste triée. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que ça a l'air hyper compliqué, mais qu'en fait, ce tri est en n log de n. Il est en n log de n, si vous voulez le comprendre physiquement, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, ce qui est en n, c'est la fusion, et ce qui est en log de n, c'est la partition. Parce que comme vous divisez par 2 à chaque fois, le nombre d'étapes pour arriver à un truc singleton, en fait, c'est en log en base 2 de n. Tout simplement parce que vous divisez à chaque fois la liste par 2 comme la dichotomie. Ouais. Alors, si tu prends direct des singletons, tu peux le faire, mais ça, c'est en n. Couper la liste en n singletons, c'est en n. Assez curieusement, déjà d'une part. Et d'autre part, si tu fais ça, alors après, ça dépend comment il faut aussi maintenir l'ordre pour la stabilité, parce que ce tri-là, aussi curieux que ça puisse paraître, il est stable si tu coupes comme ça. En fait, il y a deux façons de faire la partition. Soit vous faites splotch, d'accord? Soit vous distribuez. Si vous distribuez, il n'est pas en place, il n'est pas stable, parce que vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer, dans quelle moitié ça va se retrouver. Si par contre vous coupez en deux, outre le fait que c'est beaucoup moins gourmand d'un point de vue temporel, d'accord? Vous allez faire ça. Le caractère en place du truc, c'est bon, c'est même pas la peine d'y penser. Vous créez, à chaque étape, vous créez une liste, d'accord? Donc c'est extrêmement gourmand d'un point de vue espace mémoire. Donc, mais par contre, c'est extrêmement efficace. D'accord? Globalement, prenez votre bibliothèque par rangée, vous prenez la moitié, plam, vous la posez, prenez l'autre moitié, plam, vous la posez, traitez celui-là, vous la recoupez en deux, puis après, vous refusionnez tous les trucs en vous disant ah, clac, clac, ah, clac, clac, et vous remontez comme ça, par une arborescence sur le truc. Ouais. Et en termes de code, le plus efficace, c'est de faire un code pas fusion et tout. Moi personnellement, je fais 3 codes en général. Je fais la fonction fusion, parce qu'en fait, c'est une fonction doublement récursive. C'est une fonction récursive, le tri partition fusion, c'est récursif en tant que tel, et à chaque fois, tri partition fusion appelle une fonction qui est elle-même récursive. Donc il y a deux fonctions récursives dans le cas. On peut ne pas coder celle-là. On peut coder une fonction partition qui est simplement retourne ça, ou à chaque fois taper le code. Moi j'aime bien coder les deux, donc avoir 3 fonctions, une fonction fusion, une fonction partition, et une fonction partition fusion. Voilà l'idée. Ouais. Sur un morceau de liste qui est déjà trié, on va quand même le diviser. Ouais, là tu te poses pas de question, tu coupes ça en deux, et ça gagnera absolument rien. Si la partie en fusion sur les déjà triés, tu fais le même process. Il n'y a aucun problème, tu vas tout couper, et à chaque fois que tu vas comparer, tu vas juste mettre d'abord tous les éléments qui étaient... tu vas juste mettre naturellement tous les éléments dans l'ordre, quoi, dans l'ordre de leur production. Ça n'a aucun intérêt. Donc le parti en fusion, de surcroît, effectivement, ne profite pas de la chance d'avoir une liste. Donc sur une liste quasi triée, par exemple, le parti en fusion, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est ça l'idée, hein, c'est que grosso modo, si tu as dans une bibliothèque, c'est pareil, si tu veux ranger un livre, tu vas pas. Là, on va même physiquement tout sortir pour faire en paquet, mettre ton livre à la fin, qui va migrer au fur et à mesure des fusions dans mon truc. Enfin, c'est absurde, quoi, globalement, plein délire. On est d'accord sur ce truc-là? Donc ça, en fait, ce qu'on appelle la partition. Et donc, je vous écris finalement en pseudocode le dernier élément, et qui est une récursivité à l'intérieur. Finalement, eh bien en fait, finalement, on trie de façon récursive via, donc je vais l'appeler partition fusion de L, d'accord? Alors, il est important de voir les signatures de ces diverses fonctions. Fusion est une fonction qui prend comme argument 2 listes et qui en retourne une seule. On est d'accord? Partition est une fonction qui prend en argument une liste et qui retourne un tuple de 2 listes.
ou une liste de 2 listes comme vous voulez. D'accord? Pour deux. C'est hyper important d'avoir ça en tête quand vous avez commencé à le coder, pour savoir ce que vous pouvez faire comme opération et avec quoi. D'accord? Qu'est-ce qui sort dans ces histoires-là? D'accord? Oui. Ça redescend jusqu'à ce que tu tombes sur une liste triée. Tous les secrets des méthodes de tri, en particulier les méthodes de tri récursives, c'est qu'une liste de taille inférieure ou égale à 1 est triée. Ah si. Donc, parce que tu partitionnes la partition jusqu'à ce que tu tombes sur une liste 5 de gens. Parce que sinon, tu n'as aucune garantie qu'elles sont triées au milieu. Tant que tu n'as pas refusionné. D'accord? Voilà. On est d'accord là-dessus? Donc, PF de L, ce truc-là, ça va être la chose suivante. Je vais le mettre là-haut. Alors, on y va. Si l'N de L est inférieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on retourne? L, d'accord, hein, ça, il n'y a aucun problème. Une liste de taille nulle ou une liste de taille 1 est nécessairement triée. Tout le monde est d'accord avec ce théorème de base? Bon, voilà. Donc ensuite, sinon, eh bien en fait, on va retourner la fusion. Donc sinon, alors je vais le détailler. On dit que L1 et L2, c'est égal à une partition de L. D'accord? Et qu'on va retourner la fusion de partition fusion de L1 et de partition fusion de L2. Ça, c'est... Je ne sais pas si la récurrence, de manière générale, c'est un truc qui vous fait mal à la tête ou pas. Mais si la récurrence n'a jamais fait mal à la tête, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas pigé. D'accord? C'est maintenant que ça commence. Okay. Il faut que ça vous ait fait mal à la tête au moins une fois. Surtout par la puissance et la beauté des mathématiques qu'il y a derrière, surtout de la logique qu'il y a derrière. Ce qu'on vous raconte, c'est que si jamais il y a une étape où partition fusion vous génère une liste triée, alors le mécanisme de fusion vous garantit que ce truc-là va être trié à l'arrivée. On est d'accord là-dessus? Et ça, en fait, la récursivité va vous garantir ce truc-là. Ok, on va fusionner ces deux listes-là. Comment on sait que ces deux listes sont triées? On ne sait pas, en fait. Sauf que le partition fusion va faire exactement la même chose jusqu'à tomber sur une liste dont on sait qu'elle est essentiellement triée. Parce que c'est une liste de taille 1. Et donc, votre relation de récurrence, elle est là, sur la correction de l'algorithme. Systématiquement, quand fusion est exécutée vraiment, c'est-à-dire que quand vous allez dépiler, vos deux listes-là sont triées. D'accord? Et donc, au niveau de l'arborescence d'appel, c'est hyper compliqué, en fait. Globalement, il va prendre, imaginez, vous avez une liste de taille 8, il va d'abord prendre une liste de taille 4, puis une liste de taille 2, puis une liste de taille 1, là, vous voyez que ça va très vite. En fait, normal, 3 étapes, puisque 8, c'est 2 puissance 3 jusqu'à preuve du contraire. Et là, il fait, ok, je m'arrête, je retourne ça. C'est bon, ça, là, est trié, je suis content. Il est hyper content, il a trié une liste de taille 1. Ensuite, il va remonter, il fait, donc là, maintenant, celle-là, je dois la fusionner avec l'autre bout. Et l'autre bout, c'est une liste taille, il fait, je suis content. Là, ils vont la fusionner, et cette liste-là, 2, elle va être triée. Ensuite, il va remonter d'un cran dans les piles d'appel, il va dire, ah, mais maintenant, il faut que je fasse la fusion de mon autre bout de taille 2 qui était là. Bah, celui-là, c'est pas dur, je vais le couper en deux. Ah, j'ai une liste triée, ah, j'ai une liste triée, ah, je les fusionne, ah, j'ai une liste de taille 2 triée, ah, j'ai une autre liste de taille 2 triée. Super, je peux me faire une liste de taille 4 triée. Celle-là, il faut que je la compacte avec la liste de taille 4 où j'ai rien fait. Même punition, même motif, vous allez redescendre, remonter, redescendre, d'accord? Et à l'arrivée, vous allez avoir deux listes de taille 4 triées. Vous allez les fusionner, vous aurez votre liste de taille 8 triée et c'est terminé. D'accord? Donc, ça, c'est un tri assez impressionnant, pour le coup, qui donc va avoir un certain nombre de caractéristiques sur le sujet. Okay, c'est un tri qui est au programme, donc c'est un tri de savoir coder. Okay, ne vous inquiétez pas, vous aurez un télécours sur le sujet. Non. Là, c'est la deuxième moitié sur les tris quadratiques. D'accord, voilà. La semaine prochaine, donc, voilà, on fera les deux tris linéaro-logarithmiques, à savoir celui-là, et le tri rapide. D'accord, le tri simple. Donc, on va finaliser les caractéristiques de ce truc-là, et en particulier
Donc, petite remarque, si vous voulez faire des preuves de finitude dans cette histoire, vous avez combien à en faire ici? Vous avez 2 preuves de finitude à faire. Première preuve de finitude, c'est pour la fusion. D'accord? Et ensuite, pour la partition-fusion. La partition, à peu près de finitude, c'est vous couper en 2. Vous n'avez qu'une étape, c'est terminé. Par contre, le partition-fusion, lui, il doit faire ça. Autrement dit, vous devez prouver qu'à un moment donné ou à un autre, vous tombez sur ce cas-là. Et en fait, ça, là, la preuve, elle est simple. À chaque fois, vous partitionnez. Quand vous partitionnez, vous avez 2 choix. Vous divisez donc grosso modo par 2. C'est le problème du grosso modo. D'accord? Mais ça vous raconte qu'au bout d'un certain temps, vous allez forcément tomber sur une liste soit de taille 1, soit de taille 0. On est d'accord? Si vous coupez en 2 à chaque fois, vous allez soit tomber sur une liste bit, soit sur une liste de taille 1. Et donc, vous tombez forcément, à un moment donné ou à un autre, sur le cas de base. Ça, c'est la preuve de finitude. La preuve de finitude pour la fusion, on l'a fait tout à l'heure. Vous décrémentez de 1, soit L2, soit L1. Donc, vous finirez forcément par tomber sur une taille nulle, soit de L1, soit de L2. Ok? Ouais. Comment on peut tomber sur une taille nulle? Mais imagine, tu as une liste de taille 3, alors de taille... ouais, alors attends, il faut que j'en trouve une. Imagine à un moment donné, tu as une liste de taille 3, d'accord? Non, de taille nulle, tu ne tomberas pas dessus, effectivement. Tu vas faire d'abord 2, puis 1, et ensuite, quand tu vas couper en 2, tu vas tomber sur 1. Effectivement, le taille nulle, théoriquement, ça marche pas. Ça dépend comment c'est foutu, en fait. Je me demande... Ouais, si tu t'arrêtes à 1, ça devrait être bon. Je pense que le inférieur égale 1, et là, si jamais tu mets une liste vide dans l'histoire, qu'on fasse pas de bêtises avec, et que ça te touille pas. Mais effectivement, en vrai, quand tu coupes, tu tombes forcément sur une liste de taille 1. J'ai un doute quand même, parce que... Attends, je vérifie. Taille 2, ça va forcément tomber sur 1 à chaque fois, et taille 1, ça passe pas le si, donc non, effectivement, t'as raison. On ne peut pas tomber sur 0 dans cette histoire. Voilà. C'est juste par prudence. Moi, j'hésite un peu, mais t'as raison, en toute rigueur, 1, ça devrait suffire. On est parti. Donc, ce tri. Alors, on est parti. On va voir si vous avez... Alors, le fait que ce soit en n log de n, vous devez l'admettre. D'accord? Je ne fais pas la démonstration. En fait, la démonstration procède à un truc qui s'appelle le théorème maître. En fait, il existe une relation générale, qui s'appelle le théorème maître, qui vous donne la complexité des algorithmes récursifs en fonction de la nature des appels récursifs. D'accord? Voilà. Ça, c'est un cas particulier. Donc ça, vous devez le connaître par cœur. Il est en θ de n logarithme en base 2 de n. C'est donc un tri linéaro-logarithmique. Ceci est vrai dans le pire des cas et dans le meilleur des cas. Ce tri n'a aucun comportement spécifique si jamais vous avez une liste quasi triée ou un truc qui se passe bien. Deuxième chose, ce tri est-il en place? Il n'est pas du tout en place. Par contre, truc sympathique, il ne modifie pas la liste de base. C'est-à-dire qu'à la fin, vous récupérez votre liste non triée. Si jamais un jour vous avez besoin d'avoir un tri qui, grosso modo, vous conserve la liste initiale et vous donne une liste équivalente triée, celui-là peut être pas mal. Tout simplement parce que de toute façon, vous ferez un tri pas en place, donc autant faire un tri rapide dans ce cas-là. D'accord? Mais conserve la liste de base. Vous comprenez pourquoi? Vous êtes d'accord qu'à aucun moment vous manipulez la liste en fait. Vous lisez ces éléments et vous concaténez ces éléments dans une autre liste. Donc globalement, vous doublez littéralement l'information. Oui. Quand on conserve la liste de base, on garde les mêmes éléments, on change juste leur place. Ah non, tu conserves littéralement la liste de base. Dans aucun moment elle est modifiée, la liste de base. Elle n'est pas modifiée. Il n'est pas en place justement. Il est non en place. Tu crées une nouvelle liste qui est triée. Ah oui, c'est la nouvelle liste qui, elle, va être... La nouvelle liste va être triée, mais ta liste de base, elle, n'a jamais été modifiée. Hein. Ici, vous extrayez une sous-liste, d'accord? Qui n'est pas coupée. Quand je dis couper la liste en deux, c'est pas vrai. Vous prenez la première moitié, vous la copiez-collez, vous prenez la deuxième moitié, vous la copiez-collez. Hein. C'est ça qu'on fait ici, d'accord? Ici, grosso modo, c'est ce qui vous donne la partition. Et quand vous faites la fusion, vous recopiez le premier élément et vous le collez à une sous-liste que vous êtes en train de créer. Donc, dans le principe, jamais vous faites de permutation. En particulier, vous avez vu qu'il n'y a aucune permutation, aucun indice dans cette histoire. D'accord? Il n'y a aucun indice qui vous raconte, tiens, on mélange I et J, on le fout au fond, enfin voilà, il se passe rien. D'accord? Donc ce truc-là est non en place. Troisième truc, en fait, ce tri, c'est pas forcément facile à voir, il est stable. Il est stable parce que si vous avez deux éléments qui sont égaux à des positions différentes, quand vous avez coupé la liste en deux, ils vont rester dans les mêmes positions. Il est stable si vous faites gaffe à ce que ici,
L1 et L2 et L1 et L2 sont dans le même ordre. Autrement dit, vous mettez toujours les choses dans le bon sens. Autrement dit, ce qui était dans la partie de droite de la liste, c'est la même que ce qui est dans la partie de gauche de la liste, et vous les fusionnez dans le même sens. Et il vous faut un strictement inférieur pour le minimum. Comme ça, vous prenez le premier avant de prendre le deuxième. Donc, ce trait est stable si vous coupez, si la fusion, enfin si la partition se fait par coupage au centre. D'accord. Il est donc stable. Est-ce que ce truc a juste une chance d'être online? Même si cette question est toujours rhétorique, vous savez qu'elle a chance d'être online. Bah alors là, zéro. Si vous mettez un élément au milieu du process, c'est un cauchemar. Hein. Là, il n'y a plus rien qui marche. Vous imaginez, parce que vous êtes en train de fusionner théoriquement des listes, vous êtes censé être trié. Si au milieu vous faites attends, j'en ai là, c'est bon, c'est fini. D'accord. Donc non, vous ne pouvez pas introduire des trucs au fur et à mesure. Alors, ceci est d'autant plus marqué que comme de toute façon elle n'est pas en place, il va lire la liste originale et vous ne pouvez rien rajouter théoriquement après le process. D'accord. Bien sûr, ce truc-là est non online. Je rajoute quand même mon commentaire sur le fait que ce truc-là n'a aucun avantage pour la liste quasi triée. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre le meilleur cas et le pire cas dans cette histoire. D'accord. Donc, petite remarque, le seul moment où vous avez un raccourci dans l'algorithme, c'est le moment où vous tombez sur une liste vide d'un côté, et le moment où vous pouvez tous procher comme ça. Oh, je dis ça. Ah, mais attendez. Alors, pardon, je dis des conneries. Imaginez que mes listes soient triées au départ. En fait, vous allez d'abord scanner toute la liste L1, et ensuite vous allez coller la liste L2. Donc vous avez un micro-gain. Alors, micro-gain veut dire qu'au lieu de faire n étapes, vous en faites n sur 2. Donc ce sera toujours en n log de n. Vous n'avez pas un truc de fou dans cette histoire-là, d'accord? Parce que vous scannez quand même à chaque fois l'intégralité mais vous scannez que la moitié de la liste. Okay. Donc vous avez un petit gain si la liste est déjà triée, mais ce n'est pas un gain spectaculaire. Vous ne passez pas un algorithme en tout cas linéaire dans cette histoire. D'accord. Voilà. Donc, et grosso modo, peut adapter. Donc c'est un peu adapté au lieu d'un pas adapté. Voilà, d'accord. Peut adapter aux listes quasi triées. Alors, de manière générale, et ça, c'est vous devez le savoir d'un point de vue culture générale, le tri partition-fusion est le seul tri qui est en n log de n dans le pire des cas. C'est le seul. Ce qui en fait, sur le papier, d'un point de vue temporel, le meilleur tri. En vrai, comme il n'est pas en place, on ne l'utilise pas tout simplement parce que si vous avez une liste de 1 milliard de termes à trier, bah, vous allez devoir doubler le volume. Et là, vous avez aussi un autre problème, c'est la taille de la pile de récursivité. Je vous rappelle que c'est un truc, il y a 2 appels récursifs à chaque fois, donc c'est un truc qui croît en 2 puissance n à peu de choses près. Donc la pile de récursivité a tendance à croître de façon énorme, et en fait le Stack Overflow arrive très très vite, avec des listes de taille très grande. D'accord. Donc même si c'est sur le papier le meilleur des tris, en pratique il est extrêmement peu utilisé, parce qu'il est chiant à coder, il est gourmand en espace, et vous risquez d'avoir un Stack Overflow extrêmement rapidement. Je t'écoute. Oui. Pourquoi ça te plaît pas une log de n? C'est ce que j'ai écrit là aussi. C'est l'absence du 2 qui te chagrine. Je comprends pas. Non, c'est bon. Je mets pas le 2, hein. Je vous rappelle que toutes les constantes multiplicatives devant ne changent strictement rien au problème. Et que tous les logs sont équivalents à une constante multiplicative près. C'est les mêmes fonctions. Okay. Voilà, donc c'est du linéaire logarithmique sans problème. Ouais. Je suis pas sûr, mais vous avez pas vu en dynamique, sinon tu avais peut-être un algo de tri en. C'est pas du tri, c'est un algo de parcours. C'est du, en puissance 40. c'est du Dextra, ça. C'est pas du tri, c'est du Dextra, c'est du parcours. On verra ça ensemble à la fin de l'année. J'ai toujours pas pigé l'algo. Hein. Mais je le savais avant de bosser dessus. Hein. Un algo où les gens mettent 50 ans à le trouver, tu sens que quand même, ça ne doit pas être le truc que tu trouves fastoche. Quoi. Parce que c'est compliqué, il y a de l'heuristique, il y a de l'optimisme. En fait, c'est un algo plus...
fondamentalement, on ne change pas grand-chose à Dijkstra, mais on a un truc qui va mieux gérer en fait l'objet de la file de priorité derrière. Il y a un peu d'heuristique, un peu de trucs. On sent plus le grattage sur les bords qu'un grand changement de paradigme globalement. Voilà. Mais un grattage sur les bords, ce genre de complexité, on est content. Je veux dire, on passe de n puissance 1.47 à n puissance 1.43, c'est cool. On est heureux, quoi. Voilà. On est heureux parce qu'un algorithme de parcours, imaginez, vous prenez Google Maps par exemple, c'est un graphe et vous parcourez en fait un graphe dont chaque sommet du graphe c'est une intersection. Parce que vous avez une vague idée sur un réseau routier de la taille du bordel, quoi. D'accord? C'est pas juste est-ce que vous allez vous trouver le plus court chemin pour aller de la chambre au salon, quoi. C'est une quantité industrielle de données, et donc vous avez intérêt à avoir un algo un peu optimisé, quoi. Autre chose près. Non, non, on trie là, en plus ça, petite remarque, je n'ai pas la démonstration en tête, mais ça c'est prouvé, on ne peut pas être en dessous de ça. D'ailleurs, n puissance quelque chose, c'est au-dessus de ça. Hein. Les lignes logarithmiques sont en dessous des n puissance, quelle que soit la puissance supérieure à strictement à terme. Donc, et on ne peut pas faire de tri meilleur que n log de n, sauf le tri par comptage, qui est un tri bizarre. Voilà. Ouais. C'est possible, pas forcément dans l'informatique, mais dans tous les domaines, que l'IA il découvre un truc que nous on n'a pas découvert. Alors ça, sans aucune forme de problème, c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est possible qu'il découvre En maths, il y a des IA de maths qu'on a lancées sur trouve des. Alors en fait, c'est juste surtout sur les nombres en fait. Qui vont émettre des conjectures globalement. Ils vont mettre des trucs, tiens, j'ai testé tous les nombres jusqu'à 4 milliards et j'ai trouvé cette corrélation-là, marrante, voilà. En gros, là c'est pas une utilisation. C'est pas en de l'IA en fait, c'est juste à un moment donné, tu as une machine à qui tu peux avoir des instructions tout claires et qui grosso modo va, parce qu'elle a absorbé une quantité obscène de données, et qu'elle a une puissance de calcul qui, grosso modo, fera exploser n'importe quel être humain, parce que, enfin, quand tu commences à mettre de l'uranium directement dans les gens, en général, ils survivent pas bien. Mais qui va finalement finir par trouver des corrélations complètement éclatées entre divers trucs. Il y a des démonstrations qui viennent de popper avec de l'IA, il n'y a aucun problème, c'est pas. Non, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, une IA ne trouvera jamais un nombre repère qui suit un nombre repère. Les contraintes de maths sont les contraintes de maths, vraiment fortement. Et donc, si tu as une preuve qu'aucun algorithme de tri est meilleur que n log de n, c'est parce qu'aucun algorithme de tri n'est meilleur que n log de n. Tu peux lancer tous les IA du monde sur le sujet, elles ne trouveront pas. Voilà. C'est l'idée, quoi. Pour moi, l'IA, mais c'est pas l'automatisation. En fait, il faut bien comprendre que l'IA, de ce point de vue-là, est juste un changement de paradigme de puissance et de communication. C'est-à-dire que au lieu de la coder, c'est elle qui va se coder elle-même et toi tu vas expliquer des trucs dans un langage humain. Mais ça ne change pas grand-chose au process. Dans le principe, c'est quand même que du Python derrière, du C derrière, qui tourne, d'accord, mais avec une quantité astronomique de données. L'IA dans les années... Je vous rappelle que les algorithmes d'IA, ils existent depuis 1980 à peu près. C'est très vieux en fait. Sauf que quand tu n'as pas Internet, ça ne sert à rien. Tu ne veux pas les nourrir. Donc une IA que tu nourris pas, si tu veux, c'est juste un truc dégueulasse. Qui est mal codé, qui ne comprend pas ce que tu demandes, enfin voilà, donc l'IA c'est la coexistence sociale. Après, tu peux, si vous voulez avoir une vision un peu moins excitée de l'IA, vous pouvez largement considérer que c'est une machine qui s'autoprogramme, mais qui fait des programmes, tout ce qui est plus normaux d'une certaine façon à l'arrivée pour trouver des trucs, enfin voilà. C'est juste qu'au lieu de lui parler en Python, tu lui parles en humain, quoi. Voilà. Mais oui, en tout cas, l'IA fait beaucoup de choses, tout simplement parce que tu mobilises une énergie considérable. Et une quantité industrielle de données pour résoudre des problèmes, et ça marche en fait. C'est juste, tu accélères le process, mais c'est d'une certaine façon la même question que est-ce que si tu as accès à Wikipédia, tu as accès à plus de connaissances que si tu devais te taper des bibliothèques avant, quoi. La réponse est essentiellement oui, quoi. On est d'accord sur ce truc-là? D'accord? Donc, toutes ces caractéristiques-là, je finis là-dessus, font que le tri partition fusion est le meilleur sur le papier et jamais utilisé en tant que tel. Tout simplement parce que le caractère non en place de ce truc-là et le caractère récursif avec double appel est un truc cauchemardesque à implémenter. Mais, le programme, donc voilà. La semaine prochaine, on verra les deux derniers tris, à savoir ce qu'on appelle le tri rapide, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, est en n carré dans le pire des cas, d'accord, mais statistiquement n log de n. Et le tri par comptage, je crois que j'ai du temps là. Ouais, j'ai du temps, on finit à 5, c'est ça? Ouais, je vais faire le tri par comptage maintenant, ça sera fait. Voilà.
Non, je le ferai après, je le ferai la semaine prochaine, parce que c'est pas, il n'est pas bien placé dans le cours. C'est un tri en n, donc il n'est pas bien placé là. Ok.